Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Café sans filtre, un rendez-vous qui s'intéresse tout particulièrement à l'histoire du café, à la géographie des lieux de production, de consommation, aux producteurs, aux terroirs, aux variétés de café et enfin à l'actualité du café, à ses techniques et à ses enjeux actuels. Aujourd'hui, dans la rubrique « Il était une fois le café », nous partons à la découverte de quelques pionniers du café. Puis, dans la rubrique « Sur la route des cafés », nous poursuivons notre tour d'horizon de certaines certifications ou labels. Enfin, dans la rubrique « Le café dans tous ses états », nous continuons notre enquête sur la décaféination et c'est la méthode au CO2 liquide dont nous faisons connaissance. Il était une fois le café. Alors dans l'épisode 1 de Café sans filtre, nous avons évoqué le mythe fondateur de la découverte des effets de la caféine par le berger Caldi qui s'est diffusé largement dans le monde. Cette histoire est apparue en Europe en 1671 dans un traité sur le café rédigé par Antonio Fausto Neroni, un chrétien maronite et professeur de langues orientales du Levant, c'est-à-dire du Liban actuel, et qui avait émigré à Rome. Cette histoire, cette légende même plutôt, il l'avait entendue maintes fois dans son Proche-Orient natal. De manière plus probable et moins légendaire, nous pourrions évoquer parmi les pionniers du café le peuple nomade des Oromos de l'ouest éthiopien. Ils auraient été les premiers à découvrir les vertus des baies rouges. Ils auraient été aussi les premiers cueilleurs, mangeurs et buveurs de café dans la région de Kaffa, au sud-ouest d'Addis Abeba. Ce que l'on sait, c'est que les Oromos utilisaient le café arabica sauvage pour en faire des breuvages et de la nourriture en utilisant différents éléments de cette plante. Cela pouvait être du kuti, un thé fait à partir d'une infusion de feuilles de caféier légèrement torréfiées. Cela pouvait être aussi du hoja, mélange de cerises de café séché et de lait de vache. Autre utilisation, le bunakela, dans lequel des grains de café torréfiés sont mélangés avec du beurre et du sel pour produire un repas solide, très stimulant et fournissant suffisamment d'énergie à ce peuple nomade pour parcourir de longues distances. Nous savons aussi que les Oromos célébraient déjà les noces avec du café, qui symbolisait la virginité de la future mariée et sa fécondité espérée. En effet, le caféier, toujours vert, incarne symboliquement la vie et la fertilité. Durant la cérémonie du mariage, on prépare une boisson à base de café. Ce rite consiste à ouvrir les grains de café pour y insérer du beurre de vache, symbole également de fertilité. Puis les grains sont cuits dans un pot d'argile, le vasiti, qui représente la cohésion du lignage, de la descendance. Lorsqu'ils cuisent, les grains s'ouvrent, symbolisant la future naissance et l'entrée du futur nouveau-né dans la lignée de la famille. Cette tradition perdure toujours de nos jours. Enfin, on sait que les Oromos ne taillent jamais les caféiers, car pour eux, cela instaure symboliquement la continuité de leur descendance, cela évite les coupures entre générations et apaise Dieu lui-même, car pour ce peuple, le café viendrait des larmes de Dieu, appelées Vaaka. En effet, une légende raconte qu'un Oromos récalcitrant aurait provoqué la colère de Vaaka et que ce dernier l'aurait tué. Le lendemain, Dieu serait revenu sur les lieux de ce drame et aurait versé des larmes de tristesse à la vue de la dépouille de l'homme qu'il avait tué. Et de ces larmes serait né un caféier. Après les Oromos, les Bonga, Jean-Louis, un peuple nomade installé à proximité de la région de Kaffa, le berceau des Oromos, seraient nos deuxièmes pionniers car ils auraient vendu du café à Harar au nord-ouest d'Addis Abeba et ils l'auraient fait connaître aux Arabes. Dans la continuité de ce qui vient d'être dit, un autre pionnier aurait également joué un rôle important dans la diffusion du café. Il s'agit du cheikh marocain Abou Hassan al-Chadili qui vécut au XIIIe siècle, que d'autres sources nomment Ali ben Omar al-Chadili ou encore Chadeli. Al-Chadili serait le fameux passeur grâce auquel le monde a découvert le café. Il aurait goûté le café lors d'un voyage en Éthiopie et se serait empressé d'en rapporter au Yémen. Ainsi serait né le commerce du café et aurait transformé la ville portuaire yéménite de Moka, située au bord de la mer Rouge, en une place marchande majeure dans le commerce du café. Pendant une période, Moka fut le port mondial du café. On y trouve d'ailleurs le mausolée d'Al-Chadili, qui, dans la croyance populaire, est considéré comme le saint protecteur des buveurs de café. Revenons maintenant à notre épisode 13 où nous avons découvert les certifications et poursuivons la découverte des labels maintenant. Sur la route des cafés. Connaissez-vous la certification UTZ et Rainforest Alliance ? Ces deux programmes au départ distincts ont uni leurs forces à partir de 2018.
À l'origine, le programme de certification UTZ portait le nom de UTZ Café, qui signifie bon café en langue maya guatémaltèque. Il a été lancé en 2002 par un producteur de café guatémaltèque et un torréfacteur néerlandais qui voulait à la fois donner une dimension mondiale à la certification du café et propager les pratiques agricoles durables dans le monde entier. Son nom a ensuite été remplacé par UTZ Certified, certifié UTZ, puis en 2016, élargissant ses domaines d'intervention pour s'attaquer à des problèmes complexes tels que le travail des enfants, le changement climatique et le revenu des producteurs, le nom a été raccourci pour devenir UTZ ou UTZ. Le label UTZ représente une agriculture durable, offrant de meilleures perspectives pour les producteurs, leurs familles et pour la planète. Grâce au programme UTZ, les producteurs apprennent de meilleures méthodes agricoles, ont de meilleures conditions de travail, de meilleures récoltes et de meilleurs revenus. Ils s'adaptent au changement climatique tout en contribuant à un meilleur environnement. La certification Rainforest Alliance, elle, crée un monde plus durable en s'appuyant sur les forces de la société et des marchés, tout en protégeant la nature et en améliorant la vie des agriculteurs et des communautés forestières. Les cultures certifiées Rainforest Alliance sont produites selon des normes strictes et des exigences précises de durabilité environnementale, sociale et économique. Rainforest Alliance travaille dans 62 pays. Elle contribue également à lutter contre le changement climatique, à réduire les impacts négatifs dans les exploitations agricoles et les forêts, à investir en faveur d'actions climatiques locales. En ce qui concerne les pratiques responsables des entreprises, Rainforest Alliance met en avant le bien-être des travailleurs et l'importance d'améliorer les revenus des agriculteurs. Tout le monde mérite de vivre et de travailler dignement. C'est pourquoi Rainforest Alliance s'efforce de transformer les pratiques des entreprises et les politiques des gouvernements, tout en renforçant les droits des communautés. Depuis 2018, le programme de certification UTZ fait désormais partie de Rainforest Alliance. L'organisation UTZ a uni ses forces à celle de Rainforest Alliance depuis la fusion. Le programme de certification UTZ et le programme de certification Rainforest Alliance fonctionnent en parallèle et de manière combinée. Depuis le lancement du programme de certification en 2020 et l'introduction du nouveau label de certification, le programme de certification et son label correspondant sont progressivement abandonnés. Je veux dire le label UTZ. Vous verrez donc le label de certification Rainforest Alliance sur de plus en plus de produits. Alors Jean-Louis, il est temps maintenant de passer à notre dernière rubrique. Dans l'épisode 13 de Café sans filtre, nous avons abordé la décaféination à l'eau, appelée Swiss Water Process. Quelle méthode de décaféination allons-nous vous proposer aujourd'hui ? Le café dans tous ses états. Eh bien Clément, c'est la décaféination au CO2 liquide que je vous propose aujourd'hui. Attention, il ne faut pas la confondre avec la décaféination au dioxyde de carbone supercritique, c'est-à-dire gazeux. Cette méthode de décaféination au CO2 liquide utilise de l'eau de source. Elle a été brevetée dans les années 80 sous l'appellation Carbonic Natural Decaffeination Process, autrement dit, méthode de décaféination carbonique naturelle. Nous nous rendons aujourd'hui dans l'usine de décaféination CR3 créée dans les années 70 à Brême, en Allemagne. C'est un immense complexe qui fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Le nom CR3, qui vient de l'allemand Koffeinhaltig Rostreitzeitstoffreduziert, autrement dit café torréfié moins irritant pour l'estomac. C'est bien ça. Cette méthode de décaféination est la plus utilisée par les torréfacteurs de café de spécialité. Alors à Brême, le café arrive en vrac dans des conteneurs, puis est stocké dans des énormes entrepôts pouvant accueillir 40 000 tonnes de café vert, soit l'équivalent de 2000 conteneurs de 6 mètres de long. Le café est ensuite acheminé dans de gros réservoirs humidificateurs dans lesquels il est baigné dans de l'eau de source et de la vapeur pendant environ 3 heures pour accroître le volume de ses grains afin de faciliter l'extraction de la caféine. Puis, le café arrive dans d'énormes réservoirs d'extraction de caféine où chaque réservoir reçoit 3 tonnes de café vert. Dans l'usine CR3 de Brême, on compte 108 réservoirs d'extraction, ce qui équivaut à 324 tonnes de café potentiellement décaféiné en même temps. C'est donc tout simplement étourdissant comme chiffre. En effet. Dans ces réservoirs, la pression est portée à 70 bars, ce qui est considérable, mais néanmoins beaucoup plus faible que dans la méthode au CO2 supercritique. Le CO2 liquide passe à travers les différents réservoirs. Ce CO2 est un solvant très efficace car très sélectif. Il retire la caféine presque sans affecter les autres composants du grain de café. Et ce CO2 qui circule, une fois saturé de caféine,
et pompé dans d'autres réservoirs dans lesquels le CO2 va être transformé en gaz et où l'on va recueillir la caféine. Le cycle de décaféination se poursuit jusqu'à ce que le taux de caféine attendu soit donc atteint. Cette méthode prend du temps. Cela peut aller jusqu'à 1 semaine pour un cycle complet de décaféination. Le prix du café décaféiné avec cette méthode sera donc un peu plus cher que les autres. Une fois la décaféination achevée, le café est acheminé vers de grands séchoirs qui font retomber le taux d'humidité à environ 35% de manière douce pendant 7 heures. Puis le café passe dans plusieurs petits séchoirs qui continuent le travail en douceur pendant 3 heures, ramenant le taux d'humidité à 10-12%. On prélève ensuite des échantillons que l'on amène au laboratoire pour vérifier si tous les critères, paramètres et protocoles sont respectés. Après cette étape, le café est mis en sac et préparé pour l'expédition. À noter que les torréfacteurs de café de spécialité utilisent toujours l'emballage en toile de jute de 60 kg. Et à propos de la caféine récupérée, elle est cristallisée, compactée en galets ou transformée en une fine poudre. Elle est ensuite vendue à l'industrie agroalimentaire ou à l'industrie pharmaceutique pour être ajoutée dans leurs produits. Une dose de 10 grammes de caféine naturelle est mortelle. Un dernier détail, on observe que le café décaféiné au CO2 liquide est beaucoup plus vert que les cafés décaféinés avec d'autres méthodes. C'est certainement parce que cette décaféination respecte énormément le grain de café. C'est donc un gage de meilleure qualité. Mais voilà que notre découverte de la décaféination au CO2 liquide prend fin. Nous venons de découvrir une deuxième méthode qui permet de boire un bon déca. Dans le prochain épisode de Café sans filtre, nous évoquerons une dernière méthode, la décaféination à l'acétate d'éthyle, un solvant naturel, appelé aussi décaféination à la canne à sucre. Ouh, mais j'entends le générique de fin qui se rapproche. Je tiens à remercier Clément Jacot qui a animé cette émission avec moi et Valérie Lantoine qui était à la réalisation. En attendant de vous retrouver bientôt, essayez de goûter un café décaféiné au CO2 liquide ou supercritique, tout en prenant bien soin de vous et de votre prochain.